Du 9e au 13e siècle, 38 rois d'Angkor ont régné depuis cette région sur un immense empire qui s'étendait du Sud-Vietnam au Laos et du fleuve Mékong à l'est de la Birmanie. En accédant au pouvoir, chacun construisait un nouveau temple et parfois une nouvelle capitale. Il y a eu une série de capitales à Angkor, l'une remplaçant l'autre, souvent à cause de guerres de succession, justement, ou pour des raisons qu'on ignore, on peut tout ignorer. Le roi crée un temple, ou prend le temple de son prédécesseur, pour assurer la prospérité. Le principal travail, si j'ose dire, fonction du roi, c'est d'assurer la prospérité de son peuple. Ça c'est clair, et c'est de notion indienne également. Bon. Pour ça, il a besoin de l'aide des dieux, et donc il va faire un temple. Il va faire un temple le plus beau possible, de façon à ce que le dieu, en reconnaissance, lui donne la prospérité. Bon, ça c'est pour le roi et le royaume, mais vous avez des seigneurs assez puissants qui vont faire la même chose pour leur famille. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup de temples de lignée. Durant toute la première moitié du XXe siècle, le Cambodge était une colonie française. C'est au cours de cette période qu'ont débuté les premiers travaux pour la restauration des temples d'Angkor. Lorsque les Français ont pris le contrôle de cette région du monde, il n'y avait ici que des ruines. Des blocs de pierre traînaient un peu partout. Ça n'avait rien de commun avec ce que l'on peut voir aujourd'hui. Ils ont consacré une incroyable quantité d'énergie à la reconstruction des temples. Dans les années 60, le célèbre archéologue Bernard Grolier écrivit ces lignes à propos d'Angkor. Imaginez qu'au cœur d'un périmètre équivalent à celui de la ville de Paris, on trouve côte à côte Versailles, la place de la Concorde, le Louvre, et puis juste autour, les cathédrales de Notre-Dame, de Chartres et de Reims, flanquées de toutes les églises érigées à Paris jusqu'au XIXe siècle. La fascination qu'engendraient ces temples et l'ampleur du travail à accomplir dans ces conditions difficiles mobilisaient toutes les énergies. Depuis la découverte d'Henri Mouhot, un siècle auparavant, on avait déjà beaucoup appris sur l'histoire d'Angkor, mais on ignorait encore tout de la culture qui avait donné naissance à ces sublimes bas-reliefs. Mais un jour, en Chine, un étonnant document fut retrouvé. En 1296, Zhu Daguan, un jeune diplomate chinois, s'était rendu à Angkor en mission officielle. De son séjour, qui dura une année entière, il avait ramené un journal. Ces notes évoquent une civilisation majeure. Elles décrivent une capitale bien plus étendue et développée que tout ce que les archéologues avaient osé imaginer. Mais quel crédit pouvait-on accorder aux écrits de Zhu Daguan ? Zhu Daguan, qu'on a appelé ambassadeur, qui ne l'était pas, est venu pour faire une action extrêmement moderne. Il est venu faire un rapport économique sur la possibilité, probablement, des Chinois ou de certains Chinois de commercer avec le royaume d'Angkor. Et donc, à l'occasion, bien entendu, comme il est venu à Angkor, il décrit un peu Angkor, parfois en se trompant d'ailleurs, mais là où il est très précis, c'est dans les données économiques, dans les données à décrire les habitants et les productions et ceux qui sont susceptibles d'acheter à la Chine, etc. Mais le journal de Zhu Daguan était loin de faire la lumière sur tous les mystères d'Angkor, car s'il décrivait de nombreux aspects de la vie de cette civilisation méconnue, son récit semblait devoir beaucoup à une imagination fertile. Il attribuait par exemple la construction du grand temple d'Angkor Wat à un architecte chinois légendaire qui aurait accompli cet ouvrage en une seule journée. Ces descriptions étaient aussi clairement empreintes des préjugés des Chinois de l'époque, employant systématiquement le terme de barbare pour désigner ses hôtes. On a toujours beaucoup célébré c'est pas un journal déjà, hein, c'est les mémoires. Il ne fait pas ça du tout au jour le jour. Ça, c'est une des premières choses. Et d'autre part, alors les renseignements qu'il a sur le Cambodge viennent très clairement de la communauté chinoise. Donc, c'est un petit peu encore vu par les Chinois. Mais pendant presque un siècle,
les Français furent trop occupés par la restauration des temples pour se mettre en quête de traces matérielles de la fabuleuse cité décrite par Zhou Daguan. Dans les années 70, le régime sanguinaire de Pol Pot interrompit tous les travaux en cours sur le site d'Angkor. L'armée communiste révolutionnaire des Khmers rouges implanta des milliers de mines antipersonnelles aux alentours du site, condamnant son accès pour de nombreuses années. Aujourd'hui, la stabilité retrouvée du Cambodge a permis la reprise des recherches. Angkor est désormais protégé par son statut de patrimoine de l'humanité et une douzaine de pays, dont la France, y financent des campagnes de fouilles archéologiques. L'attention s'est reportée d'Angkor Wat vers d'autres pièces de cet immense puzzle. À moins d'1 kilomètre au nord d'Angkor Wat se trouve une enceinte de 12 km de long, formant elle aussi un gigantesque carré parfait. Henri Mouhot avait eu, en 1860, l'intuition qu'il pouvait s'agir d'Angkor Thom, la plus grande capitale des Khmers. Angkor Wat est du début du XIIe siècle, tandis qu'Angkor Thom est de la fin du XIIe. Elles ont très peu de distance entre elles. Angkor Thom a été aménagé, je ne sais pas, 80 ans après Angkor Wat. Alors, Angkor Thom, ça veut dire la grande capitale, hein, Thom c'est grand. La volonté du roi, Jayawarman VII, a été de faire une ville qui était imprenable. À l'époque, 9 km², c'est sûrement la plus grande capitale du monde, fermée comme elle l'est. C'est un travail fantastique. Dans son mémoire, Zhou Daguan décrivait une cité débordante de vie et d'activité. Mais la forêt a depuis longtemps repris ses droits et semble avoir fait disparaître toutes les traces. Au cours de ces 2 dernières années, l'archéologue Jacques Gaucher a pu entreprendre des fouilles sur les 9 km² de forêt inclus dans ses murailles. Il est en quête d'indices qui permettraient de faire correspondre les vestiges d'Angkor Thom au récit du diplomate. Quand j'ai commencé cette étude, sur le plan urbain, la connaissance était relativement faible, pour ne pas dire inexistante. Excepté ce dispositif d'enceinte périphérique et cet ensemble central, on ne savait rien finalement des 900 hectares inclus à l'intérieur de cette forme. Pendant longtemps, les travaux de Jacques Gaucher semblèrent voués à l'échec, mais son obstination finit par produire des résultats. 2 ans après une étude systématique, on a ici quelques-unes des premières grandes informations qui remplissent petit à petit, comme un puzzle, l'histoire de cette ville. Jacques Gaucher compile des milliers de coordonnées sur une carte d'Angkor Thom qui s'enrichit d'indications de plus en plus précises. Elle lui a permis d'identifier à l'intérieur de la cité royale un réseau très ramifié de canaux et de routes, ainsi que des milliers d'emplacements qu'occupaient des maisons en bois. Les découvertes de Jacques Gaucher nous prouvent qu'Henri Mouhot avait vu juste. Les archéologues ont aujourd'hui réuni suffisamment d'éléments pour pouvoir imaginer à quoi ressemblait, il y a 700 ans, cette gigantesque cité, aujourd'hui enfouie sous la végétation. La grande capitale religieuse et politique décrite par Zhou Daguan n'avait rien d'imaginaire. C'est parce qu'ils avaient vu ces monuments que les marchands qui ont traversé les océans nous ont si souvent parlé du riche et noble Cambodge. Si l'on cherche des lions et des bouddhas en or, des éléphants et des chevaux en bronze, c'est ici qu'on les trouvera.